Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça va le faire, histoire de bien démarrer la journée, n'est-ce pas mon cher Thierry? Je vous confirme. Ça va bien? Mais vous? Très bien. C'est bien, bien, merci. Impeccable. Je vais très bien. J'espère que celles et ceux qui nous regardent ce matin, levés très tôt, vont bien aussi. Qu'est-ce que vous regardez? Il y a un truc qui dépasse? Non, vous êtes très beau. Ah, bien. Non, j'allais dire que vous étiez très élégant, voilà. Pas mal non plus. Ben voilà. Bien. Dans un instant, au programme du jour, on va parler du milieu des enchères. Tiens. Ouais. Eh oui, l'hôtel des ventes à l'honneur. On en parlera dans quelques instants, mais pas que, hein, parce qu'en plateau, on parlera aussi mode et environnement. Exactement. Ça vous va? Ouais, bien. Bah, écoutez, je suis content d'être venu parce que finalement, je n'ai pas eu grand-chose à dire, mais je trouve que c'est bien aussi. Ça me rassure de vous avoir là. D'accord, mais il ne faut pas hésiter si Voilà. vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien. N'hésitez surtout pas. Bien. Rassurez-moi, on va jouer aussi. Ah oui, ça c'est très important. À la fin de cette émission, il y aura un jeu. Il y aura donc un quiz qui se base traditionnellement, je le dis quand même pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes émissions, sur ce qui s'est passé dans l'émission. Donc regardez bien si vous voulez jouer avec nous. Voilà. Soyez attentifs, ça se passe juste après le générique, on prend le petit déjeuner ensemble. Ça s'appelle Ça va le faire, et forcément, ça va le faire. Bien. Vous avez bien fait de venir. Générique, à tout de suite. Le petit déjeuner est prêt, on s'est occupé de tout, on est très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Le café, les petites viennoiseries, le fruit qui va bien et surtout du sourire et de la bonne humeur. On va passer un bon moment encore ce matin avec dans un instant notre invité Franck Baye, directeur de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, un univers qu'on va découvrir ensemble. On va essayer de pousser les portes de cet hôtel des ventes grâce à lui. Il vient d'arriver dans l'appartement de Ça va le faire, petit tour en coulisses. Il nous rejoint dans quelques minutes. Le temps de saluer nos amis, Christelle et Seb sur le canapé. Comment ça va? Tout va bien? Très bien. Très bien. Ouais. Pleine forme. Très bien, pleine forme, il y a du sourire. Thierry, que j'ai croisé juste avant le générique. Toujours en forme. Toujours en forme. Oui, j'aime bien commencer comme ça l'émission avec vous, m'installer ici, saluer nos chroniqueurs, remonter un petit peu chez moi, passer un petit coup de balai, histoire que ce soit bien sûr, prêt. bien sûr. Et puis voilà quoi, hein. Voilà quoi, la vie, les petits plaisirs simples de la vie, puisque les bonheurs les plus simples, on le sait, sont les plus grands. C'est vrai. Voilà, bonne émission et bonne journée. Non, Il faut bosser un peu parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Eh bien, en saluant Seb une nouvelle fois. Comment ça va, oui, Seb? Il vous a déjà posé la question, je vous la pose à mon tour. Ça va bien. Ben, tant mieux. Le matin, il fait beau en plus aujourd'hui. Ouais. Il a plu, les fleurs sont en train d'émerger. Voilà, exactement. Tout va bien. Il en faut peu pour être heureux, comme dirait l'autre. La forme, la santé. La santé, c'est important. Hein? Et si notre premier médicament, ce n'est pas en pharmacie qu'on allait le trouver, si notre premier médicament, il fallait tout simplement le cueillir. Exactement. C'est un petit peu en résumé ce que vous allez nous raconter aujourd'hui. C'est tout le sujet. Une découverte incroyable, Marion Pantalacci, avec ce petit nom corse qui va nous parler de plantes, de distillation. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est assez magique. Ah ben voilà. Et comme quoi il bosse, hein. Là, il a capté tout de suite la chronique. Bravo, mon cher Thierry. L'intuition, ça. Non, mais enfin, Et moi, le je savais reportage est qu'il très bossait. beau, je le dis. D'accord, Je regarde tous les reportages tranquillement chez moi, sereinement, et je sais que celles et ceux qui sont avec nous ce matin pourront le savourer dans un instant. Après le vert, le blanc. Savez-vous ce qu'il y a écrit sur vos étiquettes de vêtements? Ah non. Exactement. Non, eh bien heureusement que Christelle, notre spécialiste mode, est là aujourd'hui. Salut Christelle. Salut Thierry. Très élégante comme d'habitude, faut-il le C'est signaler. gentil, merci. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Comment Bonjour. décortiquer, enfin en tout cas comment dit-on Bien lire voilà, nos bien étiquettes. lire les Vêtements et étiquettes des comment vêtements. sauver nos vêtements. Oui. Surtout, pas se retrouver avec un pull qui devient une brassière. Ah oui, c'est Ah gênant. oui, je sais que ça démange, mais il faut, au lieu de couper les étiquettes, Oui. il faudrait vraiment comprendre le signe. Et aujourd'hui, j'ai le mode d'emploi pour sauver vos petits vêtements. Parfait, je vais commencer par ne pas les couper déjà les étiquettes, moi, parce qu'à chaque fois ça gratte. Ça Non, on peut les ouais. couper. on peut les Ok, couper, d'accord, très bien. Et on lit garde. d'abord et on enregistre avant. J'ai des Parfait. petits tips. Heureusement qu'elle est là, Christelle. Hein. Mon cher Thierry. Tenir 4 minutes pour vous dire comment prendre un ciseau et couper une étiquette. Eh ben, Moi, je mais crois que c'est non. très fort. Non, bien sûr, je vous Ah là taquine. là, il y en a beaucoup, Je hein. vous taquine. Je sais que vos conseils sont précieux. D'ailleurs, aussi bien pour Seb que pour Christelle, ce sont des conseils inestimables. C'est vrai. Même si tout a un prix. C'est vrai. C'est ce que va nous dire notre invité dans un instant. Bravo, je pensais que vous alliez me faire un petit adjugé vendu, mais Non, jamais de la Pas vie, vous. trop Ah, classique. c'est Non, pas trop vous, classique. trop classique. Trop classique. Donc On se j'essaie un retrouve. petit peu de relever le niveau. on se retrouve Avec plaisir. pour le quiz en fin d'émission. D'un très haut
niveau. Voilà. De bonne facture, comme on dit. Olé, c'est un festival. Merci Thierry, à tout à l'heure pour l'Instant Quiz. Bonne émission. Notre invité s'appelle Franck Baye, il est président de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo et on va parler avec lui de ce lieu incroyable. On va essayer de pousser les portes justement et d'en savoir un petit peu plus. Parce que c'est un milieu qui fait toujours rêver. Il y a toujours Alors, je n'ai pas raté de marche. Non, déjà, c'est retiré le rideau. C'est parfait. Bon, l'entrée est parfaite. J'ai suivi toutes les consignes. Bienvenue. Bonjour. Sébastien, Christelle. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. C'est vrai que vous avez été parfait, on vous avait bien parfait briefé. pour le début. Bon début. Bon. Voilà, installez-vous, faites comme chez vous. J'allais dire, vous êtes le bienvenu, ravi de vous recevoir. Merci de me recevoir et j'espère que je serai à la hauteur de ces remerciements. Mais non, on n'en doute pas une seule seconde, parce qu'on va essayer d'en savoir un petit peu plus, je le disais, sur cet hôtel des ventes. Parce qu'il y a toujours un peu de mystère, des points d'interrogation, mais qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on y fait? Et on va essayer d'éclaircir tout ça avec, en plateau aujourd'hui, Christelle et Seb. On parlera mode, environnement, des magnétos aussi, quelques reportages à vous montrer. On est un petit peu partout en principauté sur la Côte d'Azur, mais d'abord, un mot sur vous et sur... votre parcours. Déjà, juste un mot sur Monaco. Votre rencontre avec Monaco, avant de voir quelques dates dans un instant. Ça remonte à 25 ans déjà. Ouais. Donc on est présent depuis 25 ans à Monaco. Et puis on a monté cet hôtel des ventes il y a une douzaine d'années à peu près, sur le port. Et puis ça s'est un peu étendu. On a repris un deuxième lieu, puis un troisième. On s'arrête là. C'est déjà pas mal. Et donc on a à peu près 30 ventes par an, dans toutes les spécialités. Bon, avec des spécialités un peu phares, comme les bijoux par exemple, les montres, l'art moderne. Bien sûr, on y reviendra dans un instant. Des secteurs qui sont toujours très très portés par une clientèle internationale. Et Monaco, en fait, l'administration monégasque nous a beaucoup aidé à nous installer ici. Et on est vraiment ravis de pouvoir exercer en toute quiétude. C'est vrai, et on va s'en apercevoir dans cette émission. Il se passe beaucoup de choses autour de cet hôtel des ventes. On va aller regarder ces fameuses dates du CV. Alors, il aurait pu faire plusieurs pages, ce CV, mais je voudrais qu'on s'arrête peut-être quelques instants sur une date avec un bateau pour le Liban. Ah. Expliquez-nous un petit peu cette histoire, parce que là, pour le coup, on est un petit peu dans un autre univers que celui qu'on va évoquer. Alors, le rapport avec le Liban, c'est un rapport qui est plutôt personnel, qui n'a rien à voir avec l'hôtel des ventes, mais encore que, si vous voulez, le Liban, pour nous, c'est quelque chose d'important au point de vue historique. On a vraiment une proximité, une familiarité avec le Liban depuis longtemps. Il y a une communauté libanaise, d'ailleurs, ici à Monaco, qui est très présente et encouragée. Et par les temps qui courent, on est dans l'espérance, parce que le Liban, actuellement, a retrouvé un président, un bon président, d'ailleurs, qui, je pense, a des idées sur le devenir du pays et un nouveau gouvernement depuis 2-3 jours. Alors, c'est un pays qui me tient à cœur, évidemment. Moi, je m'y suis engagé quand j'avais 20 ans. J'y ai vécu des périodes assez dures. Des bombardements, des voitures piégées. Tout ça fait partie de ma vie antérieure. Elle est lointaine. Les années 80, c'est ça à peu près? C'est les années, 76. J'étais en pleine guerre là-bas. Fin 70. 76. Ouais. Et je me suis familiarisé avec le président qui a été assassiné, Bachir Gemayel, dont j'étais très proche. Et à telle enseigne que j'étais dans son bureau quand il a été élu président de la République en 82, 15 jours avant qu'il ne soit assassiné. Et c'est pour moi un souvenir qui reste toujours ancré dans ma mémoire, parce que ce visage d'adolescent, enfin ce visage issu de l'Olympe, qui était vraiment très charismatique, il est toujours dans ma mémoire, bien ancré. Et je me souviens qu'à la sortie de ce bureau, il m'avait fait un petit clin d'œil quand il avait été élu. Et ce clin d'œil, il reste accroché à ma boutonnière comme une décoration, la seule que j'ai eue dans ma vie. Et donc ça m'a motivé, après tout ça, de m'intéresser un peu plus à la situation du Liban dans les années 80, à la situation humanitaire du Liban. Donc j'étais à l'origine d'une opération qui s'appelait un bateau pour le Liban. Donc c'était une grosse opération, médiatiquement très suivie. Et à la suite de ça, j'ai amené beaucoup de parlementaires, d'élus. J'étais très proche de Jean-François Degnaud, qui est l'ancien ministre. Bon. Et j'y ai même amené, vous êtes journaliste, j'y ai même amené les 2 journalistes d'Antenne 2, Ancienne et Cornéa, qui ont été enlevés après en passant à Beyrouth-Ouest, à la suite de notre voyage, malheureusement, et qui sont restés à un moment en rétention à Beyrouth, avant d'être libérés. On voyait tous les soirs, vous savez, leur portrait là, sur les écrans, avec Kaufmann et Seurat. Bon, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est encore dans les mémoires. Et puis voilà, donc j'ai jumelé beaucoup de villages,
avec des villes du Midi, plusieurs parlementaires du Midi essentiellement que j'ai entraînés là-bas. Daniel Colin à Toulon, Bachelet au Canet, enfin, il y a toute une ribambelle, je pense une 15 ou 20 parlementaires qui m'ont accompagné, et des journalistes, et des écrivains, comme Jules Roy, enfin bon, je ne vais pas faire un catalogue, c'est déjà très loin dans ma mémoire. Et puis j'ai avec Frédéric Degnaud, l'épouse de Jean-François Degnaud, monté un projet qui a avorté malheureusement, qui était un voyage de Monseigneur de Courtrai, l'archevêque de Lyon, et d'Yves Montand. Et c'était un attelage assez improbable. Sur le papier, oui, effectivement. On a préparé le voyage sur place. Le Vatican a mis son veto à la présence de Monseigneur de Courtrai, ne voulant pas encourager, j'allais dire, un appui trop ferme vis-à-vis de la communauté chrétienne du Liban par rapport aux autres communautés chrétiennes dans le monde arabe. Mais Montand était toujours décidé à y aller. Et j'avais mobilisé une centaine d'enfants qui avaient appris les feuilles mortes. Et nous arrivions en hélicoptère de Larnaca, de Chypre, et les enfants étaient réunis là, la centaine, et lui chantaient les feuilles mortes. Malheureusement, c'est une image qu'on n'aura pas, parce qu'entre-temps, il y a eu des conflits, enfin, etc. Voilà. La page du Liban, parenthèse refermée. Oui, mais c'était une parenthèse intéressante. Je reste très proche, très à l'écoute, et assez impliqué malgré tout, à la fois pour des tas de raisons, avec pas mal de Libanais. Oui. Et ce qui vous anime depuis quelques années maintenant, ça se passe ici, en Principauté, et l'Hôtel des Ventes, on va en parler largement ce matin. Après l'Hôtel des Ventes, oui. Oui, bien sûr. Après ou pendant, je ne sais plus. En tout cas, on va y venir, nous. Et en images, déjà, parce qu'on va essayer d'en savoir un petit peu plus, je le disais, sur un univers qui fascine toujours autant, des images, et on continue d'en parler avec notre invité tout de suite. Avec plaisir. Alors, dans cette vente aux enchères, nous aurons le plaisir de vous présenter une centaine de tableaux et sculptures. La sculpture, c'est l'une de nos spécialités à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. C'est une œuvre de Jean-Michel Folon, l'artiste belge bien connu de la Principauté, qui avait d'ailleurs son atelier juste au-dessus de chez nous. C'est une pierre du Pakistan qui a été faite dans les années 2000 et qui représente le fameux personnage que Folon a dessiné et sculpté tout au long de sa carrière. C'est une toile inédite de Gustave Loiseau qui représente la fête nationale du 14 juillet 1919 à Paris. Nous avons les quais de Seine avec tous les drapeaux français et puis en fond, au second plan, Notre-Dame. Nous avons ici une aquarelle de Salvador Dali qui représente une illustration pour la Divine Comédie de Dante Alighieri et qui est accompagnée du certificat de M. Nicolas Descharnes. Nous avons une sélection de céramique de Pablo Picasso. C'est sa période où il travaillait à l'atelier de Valoris, dans l'atelier de Madora. Il y a plusieurs pichets, assiettes et puis nous avons également une céramique de Cocteau. Alors, il y a différents types de collectionneurs. Nous avons nos collectionneurs locaux qui viennent pendant nos expositions et qui viennent à chaque vente. Mais il y a également, depuis quelques années, une très forte demande online, avec beaucoup de demandes par téléphone ou sur Internet et directement via les sites de vente aux enchères. Pour participer une première fois à une vente aux enchères, le mieux est de venir voir la pièce pour pouvoir avoir une véritable vision sur l'œuvre qui peut parfois être petite ou plus grande sur photo. C'est bien d'avoir un visuel, de prendre contact aussi avec la maison de vente pour avoir un rapport de conditions et d'avoir quelques conseils sur la conservation ou sur la provenance du bien. Monaco est une place importante car il y a énormément de collectionneurs pour différentes spécialités. On avait tout à l'heure la sculpture, les tableaux, mais également la joaillerie et l'art ancien qui est bien représenté au sein de nos collectionneurs ici à Monaco. Merci Franck Baye, à vous, à vos équipes d'avoir permis de réaliser ces images. Ce jeune homme a tout dit, là, je peux quitter le plateau. Non mais c'est très bien parce que c'est une très bonne introduction pour pouvoir développer ensuite, point par point, tout ce qu'on va se dire. C'est un jeune homme très prometteur d'ailleurs. Ben voilà, on le salue, on le remercie en tout cas pour toutes ces informations. Franck Baye, je le disais, ma première question va être très naïve avant de développer tous les points dont on vient d'entendre quelques mots à l'instant. Question très naïve mais volontairement, Hôtel des Ventes, on en parle nous depuis le début de cette émission.
Mais qu'est-ce que c'est finalement? Le mot hôtel, c'est un générique, si vous voulez, qui est plutôt un générique issu j'allais dire, du vocabulaire français, en fait. Hôtel des ventes, salle des ventes, hôtel des ventes. D'ailleurs, de temps en temps, on a des gens qui nous appellent, qui veulent réserver une chambre. D'accord. Vous faites plein de choses, mais vous n'en êtes pas encore là. Pas encore là, non. Et écoutez, oui, c'est une activité multiple, en fait, qui va de l'expertise, de l'inventaire, l'expertise d'assurance aussi, c'est une activité assez forte chez nous. On se trouve toujours confronté à des situations parfois difficiles aussi. Il faut avoir le sens, j'allais dire, il faut aimer les gens d'abord. Il faut savoir que derrière un objet, il y a des personnes, il y a des souffrances, il y a souvent des successions, souvent des décès, souvent des divorces, souvent quelqu'un qui met un genou à terre pour des raisons X. Donc il faut prendre tous ces paramètres. C'est d'abord l'humain. Je crois, oui, c'est ce que j'explique moi à tous les jeunes gens qui sont autour de nous. C'est d'abord s'intéresser aux gens avant de s'intéresser aux objets. Parce qu'on est parfois impliqué dans des situations qui ne sont pas les nôtres et qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment, j'allais dire, appréhendé. Donc il faut être délicat dans ces domaines-là et surtout, naturellement, avoir cette passion pour les autres. Christelle, je vous vois réagir. Moi, j'ai une petite question. C'est uniquement sur les tableaux des œuvres d'art ou ça peut être aussi sur d'autres objets de luxe Alors, si vous parlez de luxe, et c'est votre spécialité, j'ai l'impression. Je rebondis là-dessus. Bon, si vous parlez de luxe, en fait, on fait aussi des ventes de maroquinerie. Oui, voilà. Et de vêtements et de fourrures. Bon, les fourrures, c'est un peu difficile, sauf si c'est vraiment des fourrures très design, enfin très modernes. Mais la maroquinerie, par contre, ça se vend très très bien. Il y a un marché, un second marché qui est incroyable. On a vendu un sac 170 000 €, un sac Hermès, il y a quelques mois. Et alors il y a deux parties dans la maroquinerie. Il y a ce qu'on appelle le vintage, c'est-à-dire ce qui est un petit peu ancien, les années 50, 60, 70, qui a une valeur et un public. Et puis après, vous avez les sacs, évidemment, qui peuvent s'adresser à ces jeunes femmes qui veulent acheter un sac. C'est accessible au final pour tout le monde. Ça peut être accessible pour tout le monde. Ah bien sûr, oui. C'est une vente aux enchères publiques. Nous, on a reporté, si vous voulez, à Monaco, ce que nous avons. Moi, j'ai eu une maison de vente à Drouot, à Paris. Avant, j'étais avec Jacques Tajan. J'ai reporté la grille, si vous voulez, de lecture à Monaco de ce qu'on faisait à Drouot ou en France, à savoir que nous avons des experts en interne et puis nous avons des experts à qui nous faisons appel en externe. Donc ça nous donne une force quand même d'avoir un éventail assez large de collaboration. Donc des experts qui sont à Paris ou ailleurs. Et voilà. D'accord. Seb. Non, mais c'est pas que le luxe. Moi, j'ai une petite anecdote. C'est que mon premier métier à 16 ans, mon premier job, c'était de travailler dans un parc de vente aux enchères de voitures qui avait été créé par mon parrain. Et j'ai le souvenir de ce commissaire-priseur qui venait de Marseille tous les dimanches. Et ma première voiture, je l'ai achetée aux enchères. C'était une 205. Et on vendait comme ça le dimanche 150 voitures. Donc il y avait alors de la Peugeot 205 à la Ferrari. Il y avait tout un tas de... Et j'ai ce souvenir de passer sur ce podium avec cette voiture et de voir ce commissaire-priseur qui était avant tout, à 16 ans, moi j'ai ce souvenir incroyablement connecté aux gens, avec un cœur incroyable qui faisait quelque chose. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi, cette période. Et j'étais un enfant, finalement. Mais c'est très bien que vous parliez de cette période-là, parce qu'on va l'évoquer dans un instant, on parlera plutôt environnement avec vous, mon cher Seb. Là, pour le coup, c'est aussi votre spécialité. Mais d'abord, Franck Baye, je rebondis sur ce que vient de dire Sébastien, avec cette période, il y a quelques années, pas si vieille. On se rend compte que dans beaucoup de secteurs, que ce soit la mode, pour évoquer Christelle, la musique, la nostalgie devient tendance. C'est-à-dire qu'on a envie de se raccrocher à des souvenirs ou à des choses passées. Est-ce que dans votre univers, vous constatez ça aussi? Alors, il y a deux types de publics. Parce qu'il faut quand même être conscient et lucide du fait qu'actuellement, il y a un certain nombre de choses qui n'ont plus le goût du public pour des raisons, j'allais dire, sociologiques. De mode de vie. Le mobilier, par exemple. Plus personne n'a envie de s'encombrer. Là, on est dans un environnement moderne. C'est pas une question de génération, c'est transgénérationnel. D'accord. Pas de confiance dans l'avenir. Nous, on avait une clientèle très axée sur les professions libérales. Quand j'exerçais il y a 20 ans ou 25 ans. Et là, ça a complètement changé. D'abord, c'est devenu beaucoup plus international. Et donc, vous voyez, par exemple, cet après-midi, on a une vente en ligne. Il y a 650 inscriptions. Donc le mode opératoire a beaucoup changé. On y reviendra d'ailleurs dans notre partie de cette émission. Ces ventes où il y avait beaucoup de public. Mais c'est différent, ces ventes de voitures, parce que en fait, ce sont des ventes souvent sur saisie, etc. Donc les prix, ça n'existe plus.
Oui, enfin, ça existe encore, les ventes de saisie hein, et de voitures. Mais nous, j'ai fait déjà au Yacht Club une vente assez importante de voitures. C'est une grosse logistique. Là, on vient d'intervenir sur une collection qui était en Normandie, la collection Potier. Bon, je l'ai rétrogradée à un confrère, parce qu'il faut amener les voitures, il faut les stocker. Donc, on a fait une vente de bateaux, de canots automobiles aussi, qui était très sympa aussi. Des canots dans l'esprit des anciens rivats. Voilà. Mais ce n'est pas un domaine, enfin, pour fermer la parenthèse, qui est notre domaine de prédilection, mais on le traite un peu de temps en temps. Oui. Mais voilà, le mode opératoire a beaucoup changé. Et on en parlera de ces évolutions d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission. On évoquera la mode aussi, on a plein d'images à vous proposer, la déco avec un reportage de Louise, mais d'abord l'environnement avec Sébastien, c'est lui qui s'en occupe sur ce plateau régulièrement, chaque semaine. Belle rencontre encore aujourd'hui, jingle, et on en parle juste après. Le petit cha-cha-cha discret mais bien placé de Christelle. Toujours. Je sais que c'est le départ avec Christelle. Mon cher Sébastien, je disais belle rencontre. Vous allez nous en parler. Parce qu'on va un peu parler, mine de rien, médecine aussi, mais pas vraiment. Oui, on va pas parler des feuilles mortes d'Yves Montand, mais des feuilles bien vivantes, de la nature inestimables. Celles-ci, on peut pas elles sont passées encore sous aucun marteau de commissaire-priseur, cette magnifique nature. On va aller à la rencontre de Marion Pantalacci, Corse. C'est pour ça que vous avez pris un petit accent. Ouais. Il ne faut pas avoir de problème. Il n'y a pas de Corse ici, je ne sais pas si c'était bien. Mais... Attention, Pantalacci. Il y a des Corses d'adoption. Beaucoup. Marion, issue d'une famille de distillateurs, elle a créé Astal Distillation et c'est quelqu'un qui est passionné par ce savoir ancestral qui est la connaissance des plantes, des fleurs et finalement comment on en extrait des trésors de bienfaits pour les humains. À sa rencontre, on s'est retrouvé ici à Menton, dans un parc, le plateau Saint-Michel. Et en fait, avec ses yeux, on se rend compte que tout autour de nous, il y a des plantes incroyables qui ont toutes des bienfaits. Oui, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, et puis finalement, qu'on voit de moins en moins. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus pourquoi on voit ça de moins en moins. Mais avant de vous parler de ça, je vous propose qu'on aille à la rencontre de Marion, de son alambic et de sa passion pour la distillation. C'est parti, on y va. Je suis issue d'une famille de distillateurs corses qui distillent depuis 20 ans maintenant. Ils ont monté une distillerie autour des huiles essentielles et eaux florales. D'accord ? Donc c'est une transmission familiale qui m'ont appris donc, la distillation artisanale. Donc l'alambic en cuivre, c'est pas anodin puisque le cuivre, on sait que c'est la matière de la transformation de base, voilà. Et qui permet de moins détruire les molécules et de mieux respecter le rendu de la plante à la fin. Hop, alors Marion, on est à côté de l'alambic, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment ça marche en fait ? Explique-nous. Alors, l'alambic, c'est un instrument utilisé depuis très très longtemps. Okay. En gros, donc là, on est sur la cuve de base ici, qui va être différente selon les. Il y a différents alambics. Il y en a qui sont énormes. Exactement. Ouais. Donc là, on va pouvoir faire des huiles essentielles. Avec celui-là, tu peux te déplacer un peu partout. Exactement, c'est ça l'avantage. Voilà. Donc là, on est sur cette cuve où on va mettre directement les plantes dedans. Ok, comme ça. Exactement, fraîches. Et après, on va verser l'eau dedans qui va recouvrir les plantes. Ça, c'est du mimosa. Là, c'est du mimosa, par exemple. On peut faire quelque chose avec le mimosa. On peut faire de l'eau florale de mimosa, oui. Ok, voilà. d'accord. Donc après, ici, on est sur un alambic qui fait de l'hydrodistillation. Ça veut dire que les plantes sont directement dans l'eau, en fait. Okay. Il y a une autre façon de distiller, c'est la vapodistillation. Il y a l'eau, une plaque et des plantes par-dessus. Alors ça, c'est un grand arbre qui est endémique à la base de l'Australie. Celui-là, hein. Oui, celui-là. D'accord. En fait, la pharmacie utilise beaucoup les plantes médicinales. En fait, elle reproduit certaines molécules qui sont la plupart du temps dans la nature. Et là, il faut récupérer ces feuilles pour faire de l'hydrolat. Oui. Alors, parfois, c'est bien d'attendre que les fleurs arrivent, comme ça, il y a plus d'huile essentielle. Okay. Et vraiment, c'est une des distillations où il y a pas mal d'huile essentielle. L'eucalyptus, c'est très généreux. Marion Pantalacci. C'est ça, Marion Pantalacci. Non, mais c'est intéressant. Et puis là, on voit des méthodes, on est dans un autre temps.
On est dans un autre temps. Et puis ce qui est intéressant, Marion, c'est que c'est des années de distillation en Corse, son père, sa famille. Alors pourquoi l'eau florale? Alors bien sûr parce que c'est un peu la sœur douce de l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais peut-être un peu trop. On l'utilise maintenant à tort et à travers, on en utilise beaucoup trop. L'huile essentielle, ça demande énormément de matière pour faire peu d'huile. L'eau florale, c'est beaucoup moins consommateur, beaucoup moins énergivore, et on en a tous les bienfaits. Je vous ai donné, voilà, j'ai noté quelques plantes ici qui ont des principes actifs incroyables. L'immortelle, qui est emblématique de Corse, hein, elle a des propriétés anti-inflammatoires, régénératrices pour la peau, exactement. C'est interdit de les ramasser d'ailleurs, l'immortelle. Oui, bien sûr. Le laurier noble, un allié puissant qui renforce l'immunité. Là, je vous ai ramené quelque chose que j'ai trouvé ce matin entre Fontvieille et... Comme quoi, ça marche partout. Entre Fontvieille et le plateau. Ce que je vous propose, c'est de casser la feuille. Vous m'ouvrez des perspectives. Vous la cassez bien, voilà, exactement. Vous la cassez à l'endroit où vous avez cassé, vous prenez une bonne inspiration. Ça sent fort. Essayez de voir ce qui se passe un petit peu. Ouais. La fleur, la feuille de bigaradier. Là, on est sur l'apaisement, travail sur l'anxiété, l'aide au sommeil. C'est vrai, on a l'impression qu'on sniffe un peu, hein, c'est un peu bizarre, mais si vous prenez cette émission en cours de route, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez vu, juste en sentant une feuille, la puissance. J'ai récupéré cette feuille juste à côté du... ça prend tout de suite. Exactement, vraiment, en plein centre-ville de Monaco. Et moi, des fois, je donne ça à mon fils. Là, tiens, sens ça, tu vois, comme ça te fait du bien. Et c'est incroyable. Et on a perdu tout ça. Exactement, et c'est là, c'est à Monaco, c'est en centre-ville. Et donc... il y a un vrai intérêt à retrouver la passion pour ça. Alors si on remonte un peu, pourquoi finalement on a oublié tout ça? On se rend compte qu'il y a eu un gros monopole pharmaceutique, il y a eu à une époque des choses qui se sont passées. Le diplôme d'herboriste qui a été interdit en France après la guerre, c'était le gouvernement de Vichy en 1941 qui a interdit le diplôme d'herboriste, mais qui a autorisé les herboristes en cours à continuer à œuvrer. La dernière herboriste diplômée est morte en 2018, donc on a perdu des savoir-faire ancestraux. Maintenant, c'est la pharmacie qui a le monopole de ces utilisations de ces plantes. Ça fait du bien du coup de voir un profil comme Marion. Ça fait du bien de voir un profil comme Marion, et je pense que je vous emmènerai bientôt voir une herboriste assez incroyable qui œuvre aussi, en tout cas qui n'a pas de diplôme d'herboriste parce que malheureusement ça n'existe pas. Mais je pense que petit à petit on est en train de faire machine arrière, on se rend compte que de plus en plus les humains, les Français, les Européens ont envie de reconnecter avec des médecines plus douces, plus naturelles, qui ne sont absolument pas antinomiques de la science, de ce qu'on sait faire aussi aujourd'hui et de ce qu'on a appris. Donc voilà, moi je vous propose d'aller voir la page Instagram de Marion qui s'appelle Astal Distillation. Très simple, Astal, A-S-T-A-L. Et puis d'aller vous promener dans les collines, de prendre des feuilles comme on vient de faire, de sentir, de voir à quel point la nature qui nous entoure a des messages pour nous. Merci de nous avoir reconnectés, mon cher Sébastien, à cette nature, encore une fois, aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, dans quelques minutes, à peine, l'Instant Mag, on ira du côté de Mandelieu, dans un atelier autour du mimosa. Ouais, on est en plein dedans, encore une fois. Notre invité, Franck Baille, passe ce petit déjeuner avec nous. On revient à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Commence à m'endormir. Hein. Ah ben, ça a de vraies vertus, hein. Ça a de vraies vertus, effectivement. Je voulais qu'on dise un mot avant de partir à Mandelieu pour découvrir un peu cet atelier autour du mimosa. Franck Baille, je voudrais qu'on dise un mot sur ce que disait tout à l'heure Christelle. Finalement, c'est pour tout le monde. Le profil des gens qui participent à ces ventes aux enchères, vous arrivez à dresser le portrait robot, j'allais dire? Écoutez, c'est toujours une question qu'on nous pose, ça, mais en fait, difficilement, non, parce que c'est... Ça dépend de la vente, déjà. Non, et puis, si vous voulez, le présentiel devient assez faible. Enfin, ça dépend des ventes. Hein. Il y a des ventes qui sont très très suivies. D'autres, vous faites une vente de vin, vous avez quelques personnes simplement, mais la vente de vin fonctionne à 100%. Et voilà, parce que tout ça est tarifé à 10 € près, etc. Donc, le profil des gens, on a une clientèle, c'est 25 ans que je suis à Monaco, donc on a effectivement des personnes qui nous font confiance ici depuis longtemps, sur différents domaines, notamment les bijoux et l'art moderne, le vintage aussi, c'est-à-dire de la maroquinerie. Après, c'est tellement vaste. Les 3 plateformes que nous avons couvrent les États-Unis, le monde anglo-saxon. On est avec Drouot Live, donc toute cette clientèle, c'est une marque aussi Drouot, donc c'est cette clientèle qui suit régulièrement. Et puis Invaluable aussi, qui est Invaluable, c'est les États-Unis, oui. Invaluable, Drouot et Interenchères, voilà, ce sont les 3 plateformes d'enchères. Et tout ça, évidemment, nous ouvre des perspectives et des clients qu'on ne soupçonne pas, et à chaque fois qui se renouvellent, quoi.
Alors après, il y a un matelas, si vous voulez, de clients que nous avons depuis très longtemps. Bon, ça fait 40 ans, malgré ma jeune apparence, ça fait 40 ans. Mais bon, voilà, donc on ne peut pas vraiment cerner. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette clientèle plutôt de profession libérale. Alors, ceux qui sont collectionneurs, mais sinon, d'une façon générale, vous savez, quand vous regardez, par exemple, les revues d'immobilier, je ne vais pas citer de nom, mais bon, les différentes grandes maisons d'immobilier, vous apercevez que même dans les châteaux du Périgord, vous avez un ameublement comme ça. Voilà, donc toute cette clientèle-là a changé complètement d'adoption. Ce qui a changé aussi, c'est l'arrivée du digital, du numérique. Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien? On voit beaucoup maintenant, lors de reportages parfois à la télévision, des acheteurs qui ne sont pas là physiquement, mais qui passent par... Est-ce que vous en servez aussi de ça? Est-ce que les ventes sont de plus en plus digitalisées? Et est-ce que ce n'est pas aussi un très bon moyen pour vous d'offrir une autre vitrine, même si ce n'est pas palpable, aux objets que vous allez vendre? Oui, bien sûr, mais bon, on a dans chaque vente les 3 ordinateurs qui fonctionnent sur les plateformes et ça se passe comme ça. Ouais. Ouais, le métier de commissaire-priseur, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se dirigent vers ce métier-là? À Monaco, vous avez le monopole des huissiers. Donc j'ai un huissier à côté de moi qui instrumente. Bon, je dirige la vente, il est là aussi pour la diriger. Il tient un procès-verbal, ce qui est quand même une garantie, ce qui n'existe plus en France finalement. En France, ce sont des sociétés commerciales. Et là, l'huissier apporte, j'allais dire, la garantie du procès-verbal. Bon, en cas de litige, en cas de contestation, on a quand même ce socle qui est important, socle juridique. Voilà. Et c'est le monopole des huissiers à Monaco. Voilà. Dans un instant... On l'a accepté en nous installant et j'espère que ça continuera. Ça continue plutôt de belle manière. Avec, dans un instant, une histoire, celle des dessins de Van Gogh, qui a beaucoup fait parler. Vous nous expliquerez tout ça, Franck Baye, qui passe ce petit instant du matin avec vous, avec nous, dans Ça va le faire. Mais d'abord, reportage, vous le disiez, on va partir du côté de Mandelieu-la-Napoule pour parler mimosa avec des ateliers proposés. On nous a même ramené des cadeaux. C'est comme ça se passe dans Ça va le faire. Reportage d'abord et on revient juste après. Alors Maison Noja, c'est une marque que l'on a créée il y a un peu plus d'1 an et demi. Voilà, on propose des bougies parfumées et fleuries. On fait des diffuseurs parfumés et fleuris également. Et on fait des sels de bain et tout ce qui est fondant parfumé. Alors là, on est à la pépinière Jackie Rubinot. Donc il nous accueille aujourd'hui grâce à l'Office de tourisme de Mandelieu, avec lequel on a mis en place les ateliers. L'atelier à Noja, on l'a mis en place pour pouvoir offrir une activité pendant la période du mimosa. Parce qu'on a beaucoup de touristes, on a beaucoup de personnes qui vivent en fonction du mimosa. Et donc voilà, c'est un atelier où les gens vont apprendre à créer un diffuseur parfumé et fleuri au mimosa, pour le coup. Alors là, on va faire un diffuseur parfumé et fleuri au mimosa. Alors là, on a le contenant qui est en verre. Et puis on a le bouchon qui est en bambou. Alors il faut savoir qu'on essaie d'utiliser vraiment des matériaux nobles et recyclables. Donc comme du verre, du bambou, du papier. Et on évite bien sûr le plastique. Donc là, comme je vous ai dit, on a du mimosa qui est séché depuis l'année dernière. Voilà, qui garde quand même un bel aspect, une belle texture. Donc là, on a une solution qui est sans alcool. C'est pour éviter que ça s'évapore très vite et surtout que ça puisse... peut-être s'enflammer. Donc là, on est bien sur une solution sans alcool, donc c'était important pour nous. Voilà. On met une belle petite moitié. Donc là, nous avons du parfum au mimosa qui vient de Grasse. Voilà. Et là, on va venir fermer notre diffuseur. On va venir ajouter une petite étiquette. Donc c'est une étiquette thermique sans encre qu'on peut personnaliser à la seconde. Voilà, donc lors des ateliers, on peut personnaliser, mettre un prénom, mettre un petit message. Donc ça c'est quelque chose qui plaît et qui est sympa. Voilà. Donc ce diffuseur, on peut l'utiliser dans la voiture. Donc on l'accroche comme ça sur le rétro. Ou on peut l'utiliser dans la salle de bain, dans le dressing, dans les toilettes, voilà, ou dans une pièce de la maison. Et voilà. Donc vous avez votre diffuseur maintenant qui est prêt à être utilisé. Et il est là, pour de vrai. Et oui, on l'a. Merci d'ailleurs à toutes les équipes qui
nous ont fait ce petit cadeau. Vous avez la petite étiquette, ça va le faire, vous, Seb, non? Exactement, ah, elle est là. Elle est là, ouais, bien sûr. Ça va le faire, ça sent très bon. Ça sent très bon, on a même la petite bougie qui va bien. Donc merci à notre cadreur de nous avoir ramené tous ces petits cadeaux. Peut-être que c'était pour lui, hein, mais il ne m'a rien dit, donc on va peut-être les garder. Du coup, je sais que Seb, vous avez déjà passé commande pour le petit diffuseur. Pardon, je me retourne, je range tout. On est comme à la maison ce matin et dans un instant, on parlera déco, mode aussi avec Christelle. Mais d'abord, retour à notre invité, puisqu'on évoque l'hôtel des ventes de Monte-Carlo avec vous, Franck Bail. Et je voudrais qu'on parle quelques instants rapidement de cette affaire, de cette histoire, appelez-la comme vous voulez. Polémique. Cette polémique aussi. Dessin de Van Gogh. Racontez-nous déjà le début de l'histoire. Alors écoutez, ça remonte maintenant à une bonne douzaine d'années. Ouais. C'est une affaire qui court depuis une douzaine d'années et qui va trouver son aboutissement cette année. Donc j'en dirai un petit mot à la fin. En fait, je m'occupe des intérêts d'une dame d'un certain âge qui a habité enfant la Maison Jaune. Alors, pour vous, je ne sais pas ce que ça évoque, mais la Maison Jaune, c'était l'endroit où Van Gogh est venu s'installer au mois de mai 1888 à Arles. En fait, Van Gogh descendait vers le midi, voulait aller à Marseille, et puis s'est arrêté à Arles. Et puis, bon, il a trouvé là la lumière et ce qui lui convenait pour peindre. Et cette Maison Jaune, en fait, qui était sur la place Lamartine à Arles, qui a été détruite en 1944 par les bombardements américains, Van Gogh y a passé un an, il y a reçu Gauguin. Donc il y a quand même une histoire et un fil avec la nôtre. Et il se trouve que Van Gogh s'était familiarisé avec une famille qui s'appelait les Ginoux. Et les Ginoux étaient propriétaires du Café de la Gare. Bon, vous savez, tous ces artistes fréquentaient bien facilement les cafés et l'absinthe. Et il a d'ailleurs beaucoup peint pour Madame Ginoux. Il a représenté Monsieur et Madame Ginoux et pas mal d'Arlésiens. Et d'ailleurs, Madame Ginoux avait Monsieur et Madame Ginoux avaient 17 tableaux de Van Gogh qui ont été achetés par le marchand Ambroise Vollard en 1995. Et donc, au moment où Monsieur Ginoux meurt, en 1902, donc 12 ans après la mort de Van Gogh, nous sommes dans le registre de l'hypothèse, mais c'est la logique, Madame Ginoux vient s'installer derrière la Maison Jaune avec sa nièce et emporte toutes ses archives comptables. Et dans ces archives comptables, il y avait ce grand carnet de dessins. Et il se trouve que Madame Ginoux meurt en 1911, sa nièce en 1927, et en 1930, la famille de l'actuel propriétaire, vous me suivez? Oui, je suis. La famille de l'actuel propriétaire installe un café au pied de la Maison Jaune, donc 40 ans après la mort de Van Gogh. Et les archives comptables sont restées là, dans une remise. Bon. Et au milieu de ces archives, il y avait donc ce grand carnet de dessins, ce sont des dessins assez grands, hein, qui étaient faits sur un brouillard de caisse. Donc on suppose que ce brouillard de caisse était un brouillard que les Ginoux avaient donné à Van Gogh, qui réclamait toujours des couleurs, à son frère Théo, enfin bon, qui était toujours en manque de toiles et de couleurs. Et au mois de mai 1889, voilà, c'est ça, de la chronologie. Un an après, en 88, au mois de décembre, il se coupe l'oreille, vous savez. Il a des conflits avec Gauguin. Bon, il est soigné à l'hôpital par un médecin qui s'appelle le docteur Ray. Bon. Et au mois de mai 1889, il part à l'asile volontairement parce qu'il y a une pétition à Arles qui cherche à l'écarter, etc. Je ne suis pas trop long. J'attends la suite parce que moi je la connais un petit peu, mais c'est surtout la découverte de ces dessins et ce qui va se passer derrière. Mais il y a un cheminement quand même historique pour l'acquisition de ces dessins par l'actuel propriétaire. Et donc, alors je fais un peu plus court. Le fait c'est que ces dessins sont là. Bon, Van Gogh à un moment donné part de l'asile pour Auvers-sur-Oise où il meurt. Il y a une polémique d'ailleurs sur sa mort puisqu'il prend une balle dans le ventre et on considérait que c'était jusqu'alors un suicide et apparemment il aurait pris un coup de revolver de 2 jeunes gens du village d'Auvers. Bon, c'est à peu près admis maintenant par le... J'ai gardé votre feuille. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Et donc, ce brouillard reste là. Bon. Et un beau jour, après la guerre, ou un peu plus tard d'ailleurs, dans les années 60 même, la mère de l'actuel propriétaire le découvre et le donne à sa fille.
elle est bouchère, donc elle n'a pas du tout conscience de tout de ce que c'est. Et elle le donne un jour à un de ses gendres pour qu'il se fasse 3 sous sur Internet. Et voilà l'histoire qui commence. Et je rentre dans cette histoire-là à ce moment-là. Et je vais sauter ces épisodes-là parce que c'est assez dense quand même, hein, comme périple. Et un beau jour, donc, alors ces jeunes gens qui ont mis sur Internet consultent le musée Van Gogh, et le musée Van Gogh, donc, sur de mauvaises photos, donc, donne un avis plutôt négatif. J'interviens, mais je n'ai pas encore l'accès à toutes les archives de la famille, donc je reçois un avis négatif. Et puis il se trouve que... Pour vous, ce sont des vrais, pour eux, ce sont des faux. Oui, mais... Rien de scientifique dans tout ça. Mais je ne vais pas charger la mule parce que vous allez voir la fin, parce qu'on est dans un périple plutôt sur la fin ascensionnelle, hein, vers le dénouement de cette affaire. Et donc, j'ai la chance de rencontrer à Aix une grande historienne de Van Gogh qui s'appelle Bogomila Welch, qui a été commissaire de l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay. C'est l'exposition inaugurale du musée d'Orsay sur la période de Paris. Elle est très, très spécialisée dans la période de Paris. Elle a écrit beaucoup de bouquins sur Van Gogh. Elle arrive, elle voit les dessins, elle s'empare du sujet et elle considère que c'est bon. Et elle met dans l'histoire un autre spécialiste qui s'appelle Ronald Piquance. Et Ronald Piquance, c'était le pape de la période de Van Gogh à Arles. C'était le commissaire de l'exposition Van Gogh au Metropolitan Museum. Ouais. Et de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, je vais rentrer un petit peu dans l'anecdote. Un jour, je suis à Milan et j'ai une collaboratrice qui s'occupe du vin chez nous, qui me dit, il y a une amie à vous qui est venue avec son beau-frère, le chanteur Charles Bois, et elle a une cave de vin. Sa maman part en EHPAD, elle a une cave de vin à vendre. Bon. Et cette amie en question, c'était Marie Dabadi, l'ex-femme de Jean-Loup Dabadi, qui était la compagne de Jean-François Degnaud. Bon. Et Marie était secrétaire générale de l'Académie Goncourt. Et Bogomila Welch m'avait dit, bon, puisqu'ils sont hostiles, le musée Van Gogh, trouvez-moi un éditeur, je suis spécialiste et j'ai besoin de personne pour éditer ce livre. Bon. Et Marie me présente un des directeurs du Seuil, qui s'appelle Bernard Comint, qui est suisse d'origine. Alors, il est directeur d'un département au Seuil qui s'appelle la fiction, ce qui n'était pas terrible pour nous. Mais il s'empare du sujet, et un esprit libre, puisqu'on avait quand même une grande institution contre nous. Et nous voilà partis dans l'édition avec 5 grandes maisons d'édition mondiales, dont Abrams aux États-Unis, qui est la plus grande maison d'édition d'art, etc. etc. Bon. Le jour de notre conférence de presse pour le lancement du livre, qui s'appelle Le Brouillard d'Arles, avec une 50aine de journalistes à Paris, le musée Van Gogh fait un communiqué en disant que ce sont des faux modernes. Bon. Nous faisons 3 jours après une conférence de presse à New York. Et là, dans la salle, on a eu la une du New York Times. Et dans la salle, il y avait Julian Schnabel. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais c'est un artiste, peintre, et un cinéaste. Il a une douzaine de films à son actif, dont La Dernière Tentation du Christ, enfin des films assez emblématiques. Un film sur Basquiat aussi. Bon. Et il prépare un film pour Netflix sur Van Gogh. Et Julian s'empare du sujet, vient voir les dessins à Paris, avec une équipe, les scanne le Brouillard d'Arles, et le Brouillard d'Arles se retrouve dans ce film hollywoodien qui a été primé à la Mostra de Venise, qui est simplement passé sur Netflix, évidemment, c'est le but. Et l'artiste qui joue le rôle de Van Gogh, c'est William Dafoe. Alors pour terminer et faire un peu plus court, nous avons décidé de faire les analyses d'encre avec un grand laboratoire d'une université européenne, et il se trouve que les encres sont de l'époque de Van Gogh, etc. Donc Bogomila Welch a renoué avec le musée Van Gogh, et ça sent bon. Dans les tuyaux, comme dans la perspective d'une réunion. Voilà. Oh, ça commence à sentir bon, effectivement, comme le disait Sébastien, mais au moins on en sait un petit peu plus sur cette affaire, sur cette histoire qui a beaucoup fait parler et qui continue de faire parler. C'est une découverte extraordinaire, hein. C'est l'équivalent du codex de Léonard de Vinci pour l'art moderne. Hein. C'est ce que j'allais dire, dans une carrière... 65 dessins, il en sort un tous les 20 ans, et là, il y en a 65. Incroyable. Merci en tout cas pour cette histoire. Franck Baillet, notre invité. Promis, on parlera d'éco avec Louise, mais pas aujourd'hui du coup, parce que l'histoire était intéressante. Donc cette semaine, restez bien à l'affût, Louise nous parlera d'éco. Par contre, on va parler mode, ça c'est sûr. Avec Christelle, elle est là, est prête, c'est parti, jingle. Juste un peu long, non ?
Cha-cha-cha. Bien joué. J'ai fait très mal, moi. Ah non, mais il était pas mal. Il était violent, celui-là. Non, il était, voilà, c'était un c'est cha-cha-cha, masculin. voilà, exactement. Christelle, vous allez évoquer pour nous un sujet intéressant. Alors là, il n'y a pas question de savoir si c'est vrai, si c'est faux, mais on va quand même apprendre à lire nos étiquettes Eh oui. de vêtements. Et ça, c'est vrai que très peu de gens le font. Très peu de gens le font parce qu'on néglige cette étape-là, qui Ouais. est primordiale pour prendre soin de ses vêtements. Et en plus, pour protéger la planète. C'est vrai, Déjà. ça va plaire à Seb. La dernière chronique de Miss Green, elle nous a fait un petit cours sur le nombre de fois où il fallait laver Laver, ses vêtements. C'est vrai. Et du coup, il faut prendre en compte aussi tous les petits pictogrammes que vous voyez sur les étiquettes. Parfois, il y en a beaucoup. Ah oui, elles ont toute une signification. Ah ouais. Mais à partir du moment où vous commencez à les comprendre, vous allez plus prendre soin de vos vêtements, les garder plus longtemps et consommer moins. Moi, honnêtement, sur la photo qu'on vient de voir juste avant, les petits pictogrammes, là, les 2 premières lignes, ça va. Après, je lâche. Hein. Après, vous... J'ai compris qu'il y avait un fer à repasser. Ça Alors se là, repasse c'est vrai. doucement, Là, je à vous ai forte mis quand même vapeur ou beaucoup pas. La température pour la Je vous ai mis machine. beaucoup d'infos. Ah oui. Mais vous allez voir, c'est assez simple. On va D'accord. en voir quelques-uns après qu'on va Ok. pouvoir décrypter ensemble. D'accord. Mais déjà, des petites astuces toutes simples. Il faut prendre en compte les matières. Donc, si vous avez sur votre machine un programme laine Ouais. ou délicat, alors le programme délicat et laine, ce n'est pas le même programme. Ok. Quand on a un pull qui contient de la laine, il faut absolument avoir le programme laine. Si vous n'avez pas de programme laine, vous pouvez utiliser le délicat, mais à basse température, donc à froid, sans adoucissant, parce que l'adoucissant, on ne le sait pas, rétrécit les fibres des vêtements. C'est ce qui fait que ça feutre et ça perd de sa douceur et ça devient un vêtement qu'on ne porte plus. Ah, c'est ça. Donc, Moi, je pensais que j'avais grossi. En fait, non, c'est l'adoucissant. Première chose à retenir, surtout avec la laine, c'est pas d'adoucissant. Ok. Et on lave toujours à basse température quand on a un doute. D'accord. Deuxième chose, la soie. Alors, tous les créateurs de vêtements qui vous mettent les étiquettes, pour se protéger, ils vous disent pressing. Non, 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 moi je vous dis non, pas de pressing, à froid, sans essorage et sans adoucissant, parce que l'essorage abîme aussi les vêtements. Évidemment. Donc, quand on a un doute, vaut mieux laver à basse température, faire sécher à plat et il n'y a aucun risque. D'accord. Deuxième chose, c'est le sèche-linge. Alors, je ne sais pas si vous en avez un. Non. Moi, je ne suis pas fan. Ne me regardez pas, Christelle, surtout. Hein. On va parler de tout ça. Vous n'avez pas de sèche-linge? Non. Non. Seb? Non. Bah, c'est très bien. Ah, ça va. Je vous explique pourquoi. Le sèche-linge, c'est super pour les draps. Voilà, pour laver à haute température, faire sécher. Mais pour les vêtements, c'est pas Non, bien du on tout conseille parce pas que du ça abîme. Et en plus de ça, si vous ne faites pas attention aux étiquettes, il y a la plupart des vêtements qui ne passent pas au sèche-linge parce que la chaleur est vraiment trop forte et ça abîme les vêtements. Ok, on oublie. Donc déjà, on se retrouve avec des vêtements qui sont déversés dans la nature parce qu'on ne les utilise plus et que ça ne va plus. Et pour la planète, c'est pas le top. On est d'accord. Donc voilà, donc ça, c'est les deux choses pour moi les plus importantes. Pour le coton, déjà, au niveau des couleurs, je vous regarde tous les deux, on ne mélange pas les couleurs Ça au va, lavage. vous nous prenez pour qui? Non, mais attendez. Je connais. Pas je mettre un connais. t-shirt blanc avec ce polo, par exemple. Ah oui, mais pour certaines personnes, je vous assure, une machine est une machine. Et en plus, ils te disent, ah ben non, on a les petites Ah, les lingettes anti-décoloration. décolor top. Ouais. Non, mais non. Ça marche Non, pas, on est non, d'accord. C'est Ok. On fait pas. niet. Ok. On lave les mêmes couleurs ensemble, Ok. on lave les mêmes matières ensemble et on fait attention, pas de sèche-linge. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez faire un petit test? Allez-y, on pour en fait voir, 2-3 comme ça rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps, mais 2-3 Jamais les petits. dessins de Van Gogh, on peut essayer. Je vous déconseille. Ouais, en tout cas, on sait que c'est de la couleur. Est-ce qu'on Oui, 2-3 Alors, petits pictogrammes comme Si ça, la histoire petite de. régie peut nous... Mais voilà. Ça. Bon. Lavage à 30 degrés. Lavage à... Wow. Ah bah attendez, quand même. Allez. S'il vous plaît. On en a d'autres Ensuite, ou pas? On en a d'autres? on en a Ouais, un on en a autre d'autres. aussi. Ça va arriver, ça va. Là, repassage. Attention, Niveau mais- 2. Non, mais en fait, il y a plusieurs. Il y a 1, 2, 3 points, c'est ça? c'est ça. Ouais. Là, c'est à basse température. Ok. Voilà, pas trop fort. Là, l'étape du repassage est hyper important aussi. Ah d'accord, je savais pas. Il faut bien choisir, bien adapter laine, délicat, coton, Ok. parce qu'en fait, ce n'est pas du tout à la même température. Et ça peut déjà abîmer vos vêtements parce que vous pouvez le brûler. L'astuce pour ça, c'est de pouvoir mettre un tissu en coton entre le fer à repasser Ah oui, d'accord. et votre C'est impressionnant. vêtement que vous allez repasser. Waouh. Ouais, il faut penser Donc à il y a pas mal de plein choses, de hein. petites choses comme ça. Et je suis sûre qu'en faisant ça,
déjà. Vous allez prendre soin de vos vêtements, vous allez les garder plus longtemps. C'est vrai. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir pris 10 kilos dans la nuit. Ce qui peut arriver, mais très rarement. Voilà. Déjà, ça, c'est des gestes vraiment tout simples qui peuvent déjà préserver vraiment votre garde-robe. Donc, je vous invite vraiment, avant de les couper, les étiquettes, parce que je sais, oui. ça gratte, je comprends. Merci. Mais juste avant, juste trier vos vêtements par catégorie, les couleurs avec les couleurs et les matières avec les matières. Et si vous avez un doute... J'adore les yeux. Si vous avez un doute, à froid, minimum d'essorage et l'adoucissant n'est pas vraiment l'ami des vêtements. Eh ben, c'est noté, voilà, on apprend des choses ce matin dans Ça va le faire grâce à Christelle. On parle mode sous toutes ses formes et du coup. Surtout, si vous faites tout ça, ça devrait le faire. Mais ça le fait toujours, ça finit toujours par le faire. Dans un instant, Thierry Messnage arrive, dans 30 secondes. Il arrive sur ce plateau pour nous faire jouer avec l'instant quiz. Un dernier mot, Franck Baye, pour évoquer l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Tout le monde peut venir pousser la porte? Bien sûr, c'est public. Très bien. Donc on va inviter tous nos téléspectateurs à venir découvrir cet univers qu'on a essayé de vous présenter ce matin avec notre invité Franck Baye. Le plus dur commence maintenant. Parce que là, il n'y a pas besoin d'expertise pour savoir que l'instant quiz fait trembler tous nos invités et c'est Thierry qui s'en occupe. C'est parti, Je vais vous donner ce petit buzzer. Ne vous inquiétez pas, rien de dangereux pour l'instant. Salut l'équipe, enfin recoucou. Thierry, et bonjour monsieur. Le quiz le plus rapide de la saison, c'est maintenant. Ah, mais j'ai cru voilà. Bon. Thierry va nous poser 3 questions. C'est toujours bien, c'est en rapport. rapport. J'ai fait les questions les plus longues. Bah oui, en rapport de près ou de très loin avec ce qui s'est passé ce matin. Est-ce qu'on va parler de Christelle ou... C'est possible. C'est fort possible. On va parler de Christelle. 2 équipes. Entre autres. 2 équipes, Christelle et Seb, et nous on va faire équipe ensemble. Et comme ce sont des questions de rapidité... Ça me rassure, Sébastien. Je ne sais pas si vous devez être rassuré, vous avez un petit buzzer normalement. Parfait. Allons-y, c'est parti. C'est parti. Dans le reportage consacré à l'hôtel des ventes Monte-Carlo, bien l'instant, évidemment, il a été question, vous l'avez remarqué, de l'œuvre de l'artiste Jean-Michel Follon. Oui. Jean-Michel Follon sollicité également pour réaliser l'habillage de la chaîne Antenne 2 à l'époque. Regardez quelques images. Mais il a déjà la musique de Follon. Ouais, exact. Les images de Follon. Enfin, on les verra une autre fois, les images, parce qu'elles étaient jolies, mais c'est pas grave. En quelle année, justement, voici ma question, en quelle année Jean-Michel Follon a-t-il eu pour mission de réaliser l'habillage de la toute nouvelle chaîne Antenne 2? Je tente un 82. Non, c'est plus tôt. 1980. C'est plus tôt. 76. C'est plus tôt. 72. C'est plus tard. Plus tard que 66. 66, c'est plus tard. C'est 68. C'est plus tard. C'est 71. 60. Alors, attendez. 78. C'est les enchères, qui dit mieux? La date, c'est pas compliqué à trouver. Ça date de l'époque de la création de l'explosion de l'ORTF. 73. C'est un peu plus tard. Ah, 76. 78. C'est plus tôt. 74. 74. On va y arriver, c'est 75. C'est 1975. Oh la vache. L'ORTF éclate, l'éclatement de l'ORTF. On crée 3 entités uniques, TF1, Antenne 2 et FR3. Et c'est Jean-Michel Follon qui, à l'époque, s'occupe de l'habillage de la chaîne Antenne 2. Tout ça pour ça, mais ça nous fait un point, c'est tout ce qu'on va retenir, Franck. Les étiquettes de nos vêtements et de vos vêtements avec Christelle, ce qu'on a vu à l'instant, pas toujours facile. Facile de s'y retrouver. Ouais. Alors, je vous donne, avant de commencer, avant de vous poser vraiment la question, regardez un exemple. Regardez par exemple cette étiquette. Oui. Et ça, c'est un exemple. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça, écoutez, ça c'est séchage par culbutage, toute température. Ok. Voilà. Ne demandez pas l'explication. Non, on va pas demander. Peut-être que ça a un lien avec le fameux fantasme de la machine. Non. Alors, celle-ci, voici ma question. Celle-ci, que veut-elle dire? Ça? Alors, celle-ci, je sais. Ça passe pas dans la boîte aux lettres. Je sais, séchage à plat. Séchage à plat. Redis-le encore 3. Séchage à plat. Séchage à plat, ce qui n'est pas facile à dire. Mais loin de moi l'idée de passer pour un mauvais joueur, hein. Donc on pose maintenant des questions sur la thématique principale de la chroniqueuse. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement... Demandez à Franck Baye, la prochaine question peut-être, c'est en quelle année est né Franck Baye? Peut-être que là... Non, mais attendez. Je m'excuse, mais d'abord, ça n'est pas si évident. Non, il n'y a pas de problème. Okay, moi, je ne fais pas beaucoup de lessive à la maison. Et pourtant, dès que je vois ce logo, où qu'il soit, je dis tiens, un séchage à plat. D'accord. C'est une escroquerie, ce quiz. Voici donc la troisième et dernière question. Nous sommes le 18 février. Bon anniversaire à vous et côté People. Ouais. Oh, je suis dégoûté. Il râle. Il a la tête du mec qui râle. Je me suis transformé mais là, en Johanna. Écoute, attends. Oui. Bon anniversaire, John Travolta. C'est bien. Super.
superbe acteur, superbe danseur. Hein, on a pu s'en rendre compte dans La Fièvre du samedi soir, dans Grise. Mais 78. ma question, ma question, la voici. Non, mais je commence à te connaître. Oui, vas-y. Quand j'écris la question, j'anticipe le fait que tu puisses y répondre. Avec quelle personnalité entame-t-il un pas de danse sur cette photo? John Travolta. Je vois pas la photo. Ah, je vais essayer. C'est une non. reine. C'est une personnalité du Gotha. Je vais vous donner quand même un indice parce que je sens qu'on est quand même très en retard. Qui malheureusement est décédé dans des circonstances. Voilà. Vas-y. Voilà. Princesse Diana. Bien joué. Bien joué. Bravo. Bravo. Non mais bravo. Merci. C'est moche ce que vous avez fait aujourd'hui. Bravo. C'est très moche. À vous, à notre ami. Déjà, ça prouve que je connais bien mon métier. Non, mais c'est très bien. Non, mais je Oui, ne savais elle pas est maintenant qu'il y avait contente, des chroniques du quiz qui non, concernaient mais elle les est chroniques. contente, Voilà. elle est contente. Bref. Mais comme toutes les chroniques, toi, te concernent Bah oui, et toutes les d'accord. questions te concernent, je me suis dit, je vais un petit peu essayer C'est d'équilibrer moche. les choses. C'est très moche ce que vous avez fait. Merci, Et on accepte Thierry. la défaite. Merci Thierry. Franck Bail, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. L'hôtel des ventes de Monte Carlo à l'honneur dans Ça va le faire ce matin. N'hésitez pas, on vous partagera toutes les infos aussi sur les réseaux sociaux. Thierry, à demain. Oui, avec de nouvelles questions. Oui, bien de sûr. nouvelles aventures. Christelle. Bonne journée à tous. Seb, on se voit demain. Non, pas demain, nous. La semaine très vite. prochaine. La semaine prochaine, bien sûr. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous connecter aussi sur les réseaux sociaux. La page Facebook, le compte Instagram de Ça va le faire, savalefaire.tvm. On se retrouve aussi en replay sur tvmonaco.com. D'ailleurs, sur TV Monaco, ce soir, 19h15, Ambroich Stalder et ses équipes pour l'actu. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bye bye.